18h15, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Gauthier Lebrecht nous a rejoint. Bonsoir Gauthier. On va évoquer un sujet qui, dès hier soir, vous a interpellé. C'est la prise de parole du président Emmanuel Macron, notre chef de l'État, qui annonce l'envoi de milliers de soldats français, milliers. Le mot, plusieurs milliers de soldats français sur le terrain en Ukraine pour servir de force d'interposition en cas de signature de cessez-le-feu, ce que chacun espère. Écoutons d'abord les mots employés par Emmanuel Macron. Et donc nous avons planifié sur la base d'un format d'armée volontariste, 800 000 hommes, les entraînements, les capacités et l'ensemble des moyens pour que cette armée puisse dissuader toute nouvelle agression. Troisièmement, de poursuivre nos préparatifs pour la mise en place d'une force multinationale dans les airs, les mers, sur le sol, pour apporter une forme de réassurance le jour d'après le cessez-le-feu et loin de la ligne de contact. Voilà, Gauthier Lebrecht, il a rajouté dans un journal de 20h. Absolument. L'envoi de milliers de soldats français. Il parle de plusieurs milliers de soldats français en cas de cessez-le-feu. Il faut savoir que Vladimir Poutine a toujours refusé le cessez-le-feu. Il parle de paix totale avec évidemment en échange une bonne partie du territoire ukrainien conquis depuis plusieurs mois. La question est la suivante. Si vous mettez des forces d'interposition qui sont garantes de paix, donc les forces françaises et les forces anglaises, puisque les Italiens ont dit non, les Allemands ont dit non aussi également hier. Le chancelier allemand, il dit je veux bien mettre des troupes dans un pays tiers, mais je ne mets pas des troupes en Ukraine. Donc si vous mettez des Français entre Russes et Ukrainiens en cas de violation du cessez-le-feu, si les fusils ukrainiens et russes se remettent à parler, il se passe quoi pour la France? Vous avez des soldats français donc entre Russes et Ukrainiens. Ils participent évidemment à la riposte auprès des Ukrainiens contre les Russes. Donc nous entrons directement en guerre contre Vladimir. Mais en fait, je pose la question qui m'intéresse. Et si un jour Emmanuel Macron est interrogé sur le sujet, si le cessez-le-feu est violé, qu'est-ce qui se passe pour l'armée française qui est sur place? Elle n'est pas spectatrice. Elle est là pour s'interposer ou pour faire plutôt respecter le cessez-le-feu. Donc s'il n'est pas respecté, il se passe quoi? Oui, bien sûr. Geoffroy Lejeune, on est face à un cas de figure que le président avait préparé depuis longtemps. Il a égrené les petits cailloux blancs au fil des derniers mois, en disant, je crois, il y a quelques mois, disant, on va envoyer des gars à Odessa. Hein, c'est des mecs, pardon. Et là, ça se précise, tout ça se précise. Hein. Alors, ça se précise, sauf qu'entre-temps, si vous voulez, il y a comment dire, le soldat se déshabille au fur et à mesure. Au début, c'était on va aller faire la guerre à Odessa parce que c'est notre rôle et qu'on va défendre la souveraineté ukrainienne. Aujourd'hui, c'est on est en train de créer des casques bleus bis qui vont aller, alors tout ce que vient de dire Gauthier est juste, hein, mais qui vont aller faire comment dire, faire en sorte que les conditions de l'accord entre Trump et Poutine soient respectées. En gros, si Poutine l'accepte, hein, et on n'y est pas. Moi, je trouve que si vous voulez, il y a quelque chose de très anachronique dans la situation qu'on est en train de vivre. C'est déjà, on voit, alors même que ça n'existe pas, toutes les failles de cette proposition. Par contre, on comprend bien l'intérêt de dire je suis le leader en Europe du mouvement qui aura permis à l'Ukraine de résister, de ne pas être désarmée et de résister à Vladimir Poutine et toute la propagande qui va autour, la propagande au sens traditionnel du terme. Et ensuite, ce qui me paraît le plus anachronique, c'est que puisque depuis samedi, on sait que le monde entier est en train de se redécouper entre zones d'influence des grandes puissances qui sont les plus grandes, la Chine, les États-Unis et la Russie. Mais vous pouvez ajouter à ça l'Iran, vous pouvez ajouter à ça la Turquie. Ils ont tous leur zone d'influence et on est en train de comprendre qu'ils vont se répartir le monde comme ça. Quelle est notre zone d'influence à nous? Est-ce que c'est l'Ukraine? Non. Les grands ont décidé que l'Ukraine était dans la zone d'influence russe, en tout cas une partie du territoire ukrainien, celui qui était revendiqué par Vladimir Poutine, et le fait qu'il ne soit pas apporté en gros de canons de l'OTAN. Donc à partir du moment où les grands entre eux ont décidé que ça n'était pas le cas, je ne pense pas que les petits entre eux puissent décider que si, évidemment ça va être le cas. Et je pense qu'ils devraient se poser la question différemment, c'est comment est-ce que l'Europe peut redevenir un grand, avoir une puissance diplomatique, dissuasive, militaire éventuellement, et qu'elle puisse exister dans ce concert, non pas des nations, mais des empires en réalité. Et pour l'instant, ce n'est pas un projet. On nous vend la souveraineté européenne, mais ça n'existe pas. On nous vend l'armée européenne, pas sur le parc, jamais. Elle n'existe pas entre nous. C'est nous le problème, c'est nous qui n'arrivons pas à la faire. L'armée européenne, c'est pareil. L'industrie européenne de défense, vous savez mieux que moi qu'elle n'existe pas parce que les Allemands défendent leurs intérêts. Donc pour toutes ces raisons-là, je dis, mais perdez votre temps à autre chose, faites autre chose de plus utile. Georges Fenech, vous êtes avec nous. Non, moi ce que je dirais, c'est que d'abord cette proposition, elle est relativement isolée. L'Allemagne dit non pour l'instant, l'Italie dit non plus. Donc il y a la Grande-Bretagne et nous. Première observation. Deuxième observation, c'est une proposition que je trouve à contretemps, puisque c'est dans l'hypothèse où il y aurait un cessez-le-feu. Mais Poutine a d'ores et déjà dit que le cessez-le-feu, il n'en voulait pas.
et que c'était la paix qu'il fallait. Donc, il faut attendre d'abord un accord de paix. Je pense même que ça peut compliquer la résolution d'un accord de paix, puisqu'on sait très bien que Poutine a déjà dit qu'il s'opposerait à toute force d'interposition. Donc c'est contre-productif. À mon avis, c'est contre-productif. C'est à contre-temps et contre-productif. Alors, rapidement, Jean-Michel Salvatore, Jules. Ouais, sinon, il y a un autre sujet, c'est l'attitude des Américains. Les Américains, pour l'instant, semblent dire qu'ils sont d'accord pour participer à ce montage, mais il y a une grosse inconnue, c'est le Groenland. Si dans 20 jours ou dans 2 mois, Trump essaye de mettre la main d'une façon ou d'une autre sur le Groenland, évidemment que tout ça est par terre et que... C'est pas ainsi, hein. À l'instant, la Maison-Blanche communique, Trump étudie activement un achat du Groenland. C'était les armées hier, l'achat aujourd'hui. Voilà, c'est achat aujourd'hui. Oui, parce que c'est vrai que les Américains adorent racheter les territoires autour. Et, la France l'a fait en son temps aussi. La France, ils ont racheté la Louisiane, la France, etc. Donc, non, mais ce que je veux dire sur l'histoire de l'Ukraine, c'est que c'est vrai que l'attitude américaine, elle est très incertaine. Alors déjà, on sait que d'une façon générale, Trump peut changer d'avis du jour au lendemain, mais en plus, si on a cette inconnue du Groenland, là, on est vraiment sur quelque chose qui est très mouvant et qui n'est absolument pas certain. Gauthier ? Je pense que le Venezuela nous apprend à prendre Donald Trump très au sérieux. Je pense que Nicolás Maduro, dans sa geôle, actuellement, il prend Donald Trump très au sérieux. Donc tous ceux qui disent c'est un personnage fantasque, il ne fait pas ce qu'il dit, la preuve c'est qu'il parle et il agit. C'est vrai qu'on n'est pas souvent habitué en France, on s'arrête au discours, on n'agit jamais. Donc après le Venezuela, évidemment, le Groenland, ça n'a rien à voir. C'est le Danemark. Donc, le Danemark, c'est l'Union européenne. Ça change. Il n'y a pas de méchants dictateurs au Groenland. Il n'y a pas de narcotrafic. Il n'y a pas d'immigration du Groenland vers les États-Unis. Donc, c'est deux situations totalement différentes. Et ce qui intéresse Trump au Groenland, c'est les minerais. D'ailleurs, on voit le pétrole, ça a commencé au Venezuela, qu'il a commencé à faire main basse sur le pétrole. Vendredi, Trump, les compagnies pétrolières américaines du Venezuela, pour les faire réimplanter. Même si, effectivement, c'est du pétrole de basse qualité, selon les experts, le pétrole au Venezuela, on voit que ça faisait quand même partie des intérêts de Trump. Et beaucoup se demandent si la démocratie va se mettre en place au Venezuela ou s'il y a un deal caché entre la vice-présidente, qui est actuellement donc présidente du Venezuela, qui était la numéro 2 de Maduro, et Trump, pour mettre justement en avant des accords économiques entre le futur Venezuela et les États-Unis. Sur le Groenland, donc hier, la porte-parole de la Maison-Blanche parlait d'un potentiel déploiement des troupes américaines pour prendre le Groenland. Et aujourd'hui, on parle de rachat. Mais on voit bien que ça devient une fixette et une obsession de Donald Trump. Et donc Emmanuel Macron qui a dit je ne crois pas qu'il puisse intervenir au Groenland. On voit en tout cas qu'il en parle tous les jours en ce moment, Trump. Tous les jours, il parle du Groenland. D'accord. Jules Torres. Il faut respecter. Donald Trump respecte toujours ses promesses électorales. Et quand il a fait sa campagne électorale l'an dernier, il y a eu une promesse qui était d'intégrer sans doute le Groenland aux États-Unis. Alors c'est vrai que les observateurs, et notamment les observateurs européens, l'ont regardé en rigolant un peu, en se disant il est complètement fou, il est irrationnel, de toute manière il fera pas ce qu'il dit. Le problème c'est qu'il fait ce qu'il dit. Et donc pour nous Européens, pardonnez-moi pour cette phrase un petit peu horrible, mais c'est vrai que la question que pose la situation en Ukraine et au Groenland, c'est la même. C'est est-ce qu'on est capable de riposter face à des empires? Je vous le fais tout de suite, la réponse est non. Si demain Donald Trump, visiblement il se dirige pas vers cela, il veut envahir le Groenland, je peux vous dire qu'il le fera sans trop de problèmes. Il y a 56 000 habitants, et si les Danois veulent envoyer les F-35 sur les Américains, ils ne pourront pas, parce que de toute manière les États-Unis ils mobiliseront. Et c'est le même sujet avec l'Ukraine. Je veux bien que la France, les Britanniques envoient chacun 6 000 soldats, mais il y a deux questions qui se posent. Et déjà, est-ce que 6 000 soldats suffisent si on veut affronter ensuite la Russie si le cessez-le-feu n'est pas respecté? Et puis est-ce qu'on est prêt à devenir co-belligérant face à la Russie et donc à perdre des soldats et avoir du sang français qui va couler? Guillaume Perrault. Le risque d'une force multinationale, c'est que les malheureux soldats envoyés là-bas se trouvent dans la position inconfortable qui est celle de la finule aujourd'hui au sud Liban. C'est-à-dire entre des belligérants et finalement inviter à ne pas prendre parti, puis compter être un arbitre, ça peut être ça. Alors, en tout cas, quelle mission on veut leur assigner? Est-ce qu'il s'agit de se mettre entre des belligérants? C'est la question. Et donc chacun d'être une espèce d'arbitre et ne pas prendre parti? Ou est-ce que c'est clairement, et dans ce cas il faut le dire nettement, et être conséquent, surtout il faut être conséquent, et se préparer à assumer les conséquences de ce qu'on a décidé, c'est-à-dire l'éventualité effectivement d'une co-belligérance. Et donc rentrer en guerre contre la Russie. Alors en tout cas, oui, mais il faut bien, mais il faut précisément, il faut. Alors attendez. Et une autre question, c'est qu'il faut que les pays européens soient conséquents envers la France
aussi. Je veux dire que si vous écoutez les Baltes ou les Polonais, c'est souvent un concert de critiques envers la France, qui est sommé de s'engager davantage aux côtés de l'Ukraine. Et là, je constate qu'aucun de ces pays n'est disposé à envoyer de contingents, même symboliques, en Ukraine. Oui, ils les connaissent, mais enfin, ils sont déterminés, ils sont pour une logique de force vis-à-vis de la Russie. Je le comprends d'ailleurs, à l'égard de leur histoire. Mais il se trouve, ça c'est pas de l'arrogance française, il se trouve qu'un des rares pays d'Europe qui a encore un outil militaire conséquent, c'est la France, qui a une défense autonome en raison notamment de l'héritage de De Gaulle, c'est la France. Donc il faut aussi que les Européens soient conséquents en ce qui concerne les attentes qu'ils ont envers nous. On ne peut pas être seuls, nous, Français, avec les Britanniques, qui ont d'ailleurs souvent tendance à s'abriter derrière nous quand on fait des coalitions sur le continent. On en a des exemples au XXe siècle. On ne peut pas être seuls, ces deux pays, pour assumer une charge pareille. C'est pas possible. Ce qui me frappe aussi, Geoffroy Lejeune, c'est que le Parlement français est complètement contourné. Qui pense pourquoi Emmanuel Macron ne soumet pas toutes ces questions essentielles quand même aux parlementaires? Alors c'est vrai, c'est pas le premier, mais c'est vrai que vous avez raison, il est censé consulter le Parlement et là pour l'instant on peut commencer à dire que ça a coûté un peu d'argent et d'investissement à la France et que les Français et leur Parlement n'ont pas été, leur représentation nationale n'ont pas été consultés. Après Emmanuel Macron, il déteste pas gouverner tout seul. Quand rappelez-vous, la première fois qu'il en a eu l'occasion, c'était pendant le confinement. Il a créé un conseil de défense et toutes les décisions concernant le pays ont été prises à l'Élysée sans même consulter personne, le gouvernement, le Premier ministre, etc. Enfin, il a une petite tentation, vous savez, du gouvernement isolé et tenu entre les mains d'un seul homme qui lui plaît fortement. Moi, il y a une autre chose qui me chiffonne un peu dans les images qu'on est en train de voir et dans ce qu'on dit sur la coalition des volontaires, c'est que ça part à mon avis d'une idée fausse selon laquelle quoi qu'il arrive, une fois la paix signée, Vladimir Poutine est obligé d'attaquer à nouveau l'Ukraine et qu'il faut donc l'en empêcher de nous. Et je pense que cette idée est fausse. Je pense que moi, je crois, alors ils sont très minoritaires, mais je crois les voix de ceux qui ont osé dire depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022 qu'il y avait des raisons compréhensibles, parfois même annoncé dans le désert évidemment. Je crois les gens comme Nicolas Sarkozy, comme Pierre Lelouch, comme Philippe de Villiers qui ont dit c'était prévisible parce qu'ils avaient prévenu que si l'OTAN venait les chatouiller aux portes à leurs frontières, ils ne laisseraient pas passer la chose. Et je pense que si demain la paix est signée selon les termes négociés entre Poutine et Trump, il n'y aura pas de raison objective à ce que la Russie recommence. Mais dans ce cas-là, une force d'interposition est un chiffon rouge absolu agité sous le nez de Vladimir Poutine, Gauthier Lebret. Ah oui, c'est sûr qu'il ne va pas accepter d'avoir des soldats français et anglais entre sa nouvelle frontière à lui et la frontière ukrainienne, ou entre ses hommes et les hommes de Volodymyr Zelensky. Mais encore une fois, très bien. C'est une annonce, le cessez-le-feu, effectivement, on en est très loin. Poutine veut une paix totale en prenant le morceau de l'Ukraine qu'il a conquis. Donc en gardant la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Voilà, donc il ne veut pas de cessez-le-feu, il ne les a d'ailleurs jamais respectés. Souvenez-vous, il y a eu plusieurs fois des cessez-le-feu pour des commémorations ou pour des fêtes religieuses qu'il n'a pas respectées. Donc la question, c'est le travail des journalistes d'aller poser la question, il se passe quoi au président de la République? Il se passe quoi si le cessez-le-feu est violé, que vous avez des Français sur le sol ukrainien? Il se passe quoi? Et là, pour le moment, on n'a pas la réponse à cette question. Parce que si... Mais qu'ils fassent une conférence de presse, ils viendront. Ah généralement vous êtes extraordinaire en plus dans les conférences de presse d'Emmanuel Macron. Poser ces questions-là. Mais bien sûr, mais on a juste le début de l'annonce, alors que ça a des conséquences gigantesques en fait. Ça peut avoir des conséquences gigantesques. Comme disait Jules, des soldats français peuvent mourir, voilà, première conséquence. Deuxième conséquence, donc des tirs de soldats français vers des soldats russes peuvent avoir lieu. Et donc troisième conséquence, nous pouvons entrer en guerre avec la Russie. C'est pas des petites conséquences, c'est des conséquences colossales. Et quand le chef d'état-major dit il faut être prêt à sacrifier ses enfants, l'Élysée dit quoi? Il n'a jamais parlé de la Russie, il parlait des pays baltes. Effectivement, dans son propos, il parle des pays baltes, il ne parle pas de la Russie et de l'Ukraine. Bien, on voit aujourd'hui que il y avait aussi la question sous-jacente de l'Ukraine et de la Russie. Bon. Un dernier mot, Guillaume Perron, avant le rappel des titres. Juste, Geoffroy, pour réagir à ce que vous dites, je vous apporte une contradiction. En 2014, quand Poutine a annexé l'Ukraine, il a dit publiquement et solennellement, rassurez-vous, nous n'avons aucune vue... La Crimée, pardon. Rassurez-vous, nous n'avons aucune vue sur d'autres provinces de l'Ukraine, nous n'avons aucune vue, impériale, voilà, bon, bref, et on connaît la suite. Donc il y a aussi... Les positions de l'OTAN ont changé entre-temps. Je
je pense que le processus, les pays baltes sont très inquiets. Le processus d'adhésion à l'OTAN, il me semble qu'il était lancé avant. Il y a eu les accords de Minsk aussi, 2014. Donc il y a quand même des raisons solides d'être préoccupé par la franchise de la partie russe dans cette